C3, il y a presque aucun, il y a eu des questions de la part des conservateurs, mais il n'y a aucun orateur de la part des conservateurs sur ce débat-là, alors que c'est un projet de loi qui émane du gouvernement conservateur, un projet de loi qui devrait être très important, qui devrait être prioritaire, et alors qu'on ne voit absolument aucun orateur de l'autre côté de la Chambre pour parler justement de meilleure sécurité, des investissements pour faire en sorte qu'il y ait moins de déversements, que le trafic maritime des pétroliers soit en toute sécurité. Ceci dit, M. le Président, on habite dans un pays qui est regorgé de richesses naturelles très abondantes. Nous devons une grande partie de notre prospérité économique justement à l'exploitation de ces ressources-là, que ce soit des ressources minières, ferroviaires, forestières, maritimes. Donc, il faut sécuriser cette prospérité-là à long terme et pour le faire, nous devons protéger notre environnement. Un déversement de pétrole en haute mer peut avoir des conséquences catastrophiques durant des décennies. Pollution des eaux, diminution des stocks de poissons, dommages à la santé et à l'environnement et perte d'emplois en quantité industrielle. En fait, aujourd'hui, plus que jamais, notre richesse dépend de notre façon de gérer nos ressources. C'est la clé de notre développement et en fait, ça devrait être un fait incontournable. Le projet de loi C3, qui vise à modifier 5 lois principales qui touchent l'industrie aérienne, aéronautique et l'industrie maritime. C3, c'est la nouvelle version de C57, un projet de loi que le NPD avait demandé à modifier pour s'assurer qu'il protège vraiment notre environnement. Malheureusement, comme d'habitude, les conservateurs, quand il est question de protection de l'environnement, ont refusé toutes nos demandes d'amélioration de ce projet de loi-là, de l'ancien projet de loi C57. La partie la plus importante de ce projet de loi est celle qui touche la sécurité maritime et au déversement d'hydrocarbures. C'est aussi cet aspect du projet de loi qui a besoin d'être amélioré et, si on veut vraiment protéger les côtes du Canada, être examiné par des experts. La partie 4 du projet de loi C3 modifie la loi sur la responsabilité en matière maritime. Il s'agit en fait de la responsabilité en cas de déversement de pétrole. La loi dit que le propriétaire d'un navire est responsable des frais, des dépenses engagées par le gouvernement lors d'un déversement de substances dangereuses en haute mer. La partie 5 de C3 modifie la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Elle crée de nouvelles règles pour que les pétrolières aient l'obligation d'informer le ministre de leurs opérations. En fait, les compagnies devront soumettre un plan d'intervention en cas de catastrophe ou d'accident, ce qui était très attendu de la part du NPD et de plusieurs intervenants et des citoyens. Ce projet de loi est absolument nécessaire, mais il ne répond pas à de nombreux défis que pose l'exploitation et le transport d'hydrocarbures au pays. Donc, c'est un bon pas en avant, mais tout ce qu'on dit, c'est que c'est très limité encore et on voudrait que ça soit ouvert à beaucoup d'autres aspects du transport maritime. Le transport maritime du pétrole contient beaucoup de risques. En fait, le trafic des pétroliers a triplé de 2005 à 2010, comme plusieurs de mes collègues l'ont dit, et est appelé à tripler encore jusqu'en 2016. Avec l'augmentation du transport des hydrocarbures, on voit aussi de plus en plus de déversements, que ce soit sur terre ou en mer. L'International Tank Owners Pollution Federation a compté près de 10 000 déversements accidentels dans le monde depuis 1970. C'est énorme et très inquiétant. Juste pour nous rafraîchir la mémoire, en avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a 678 000 tonnes de pétrole déversées dans le golfe du Mexique. En mars 2001, la plateforme pétrolière Petrobras au Brésil, 300 000 tonnes de déversement. En mars 1989, Exxon Valdez, 38 000 tonnes au large des côtes de l'Alaska. Pas tellement loin. Donc, le Canada n'est pas du tout à l'abri des accidents. Burrard Inlet est le deuxième point le plus dangereux de la navigation à Vancouver. En mars dernier, le plus important navire d'urgence s'est échoué au large de la côte de Vancouver et il a fallu 11 heures au navire avant d'arriver à Vancouver et à partir d'Esquimalt. Donc, il y a des lacunes ici et il faudrait travailler davantage, se pencher davantage sur toutes ces lacunes-là en comité pour pouvoir apporter des amendements, des améliorations qui sont vraiment concrètes et qui répondent aux besoins actuels. Avec l'augmentation du trafic maritime dans l'Arctique, les risques d'accidents sont encore plus élevés. La capacité du Canada à contrer la pollution dans un climat nordique est plus limitée que dans le sud.
le froid intense, la distance, le manque d'équipement d'urgence sur place compliqueraient grandement les opérations de secours. La première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, déclarait récemment, je cite, « Le gouvernement du Canada n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à un déversement de pétrole en mer au large des côtes britanno-colombiennes, s'il avait lieu aujourd'hui. Nos ressources sont cruellement insuffisantes. » Ferme la parenthèse. De plus, les limites de responsabilité et les régimes d'indemnisation risquent de ne pas suffire à couvrir les coûts d'un déversement. C'est le commissaire à l'environnement de l'an dernier, Scott Vaughan, qui le disait. Les plafonds de responsabilité absolue n'ont pas été modifiés depuis 24 ans. Ça fait des lunes qu'on a besoin d'avoir une mise à jour par rapport à justement ce plafond de responsabilité. Et le gouvernement conservateur qui prévoit augmenter l'exploitation des ressources justement d'hydrocarbures n'a pas du tout amélioré sa capacité de responsabilité par rapport justement aux hydrocarbures. Celle de l'Atlantique est de 30 millions de dollars, mais le nettoyage complet de la catastrophe d'Exxon Valdez a coûté plus de 3 milliards de dollars. L'écart est immense, Monsieur le Président, c'est démesuré et vraiment inquiétant. La garde côtière américaine semble prendre plus au sérieux les risques d'accident. Le ministre des Ressources naturelles étudie les effets de l'augmentation du trafic pétrolier sur la côte ouest et la sénatrice Maria Cantwell considère qu'un déversement de superpétroliers près de nos côtes menacerait la prospérité de l'économie côtière et menacerait aussi de milliers d'emplois. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le gouvernement canadien conservateur coupe dans la sécurité maritime. Pourquoi les conservateurs ont-ils fermé le centre de sauvetage maritime de Terre-Neuve et Labrador? Pourquoi vouloir fermer le centre de recherche et de sauvetage en mer de la Ville de Québec? Ce centre répond à près de 1500 appels par année pour des cas de détresse. Pourquoi mettre aussi la clé dans la porte de la station de la garde côtière de Kitsilano en Colombie-Britannique? Pourquoi avoir fait des coupures dans les services de communication et de trafic maritime, y compris les terminaux de Vancouver et de Saint-Jean? Les conservateurs ont beau nous rappeler ou essayer de nous dire qu'ils veulent améliorer la sécurité maritime, ils ne sont même pas capables aujourd'hui de se lever en chambre, de justement répondre à des questions, d'éclaircir la situation et puis de défendre leur point de vue. Il n'y a personne du côté conservateur qui s'est levé aujourd'hui, alors que ce sont des enjeux cruciaux où on parle de sécurité, de la santé des gens, de la sécurité des gens, de la protection de l'environnement et des milliers d'emplois. Ils se disent depuis le discours du trône les champions de la création d'emplois, alors qu'ici, on met en péril des milliers d'emplois. C'est inconcevable, c'est complètement incohérent. Donc, je continue. Le gouvernement devrait comprendre que pour répondre aux risques en mer, il doit baser ses décisions sur la science, sur les faits, en consultant les experts au lieu de les censurer ou de couper leurs emplois. C3 pourrait grandement être amélioré si on écoutait ce que les experts et l'opposition ont à dire. Mais c'est beaucoup demandé à ce gouvernement qui aime mieux baser ses décisions sur de vieilles théories néolibérales, comme par exemple, le gouvernement n'a pas besoin d'intervenir, l'industrie va s'auto-réglementer. On voit ce que ça peut donner quand on parle de sécurité ferroviaire, par exemple, ou de sécurité alimentaire. Il y a plein d'incidents qui surviennent et que ça affecte justement les gens. Donc, ça ne fonctionne pas, la théorie conservatrice. Ça nous conduit à des catastrophes, comme on a pu voir récemment avec les déversements pétroliers en Alberta. On aurait tout de même quelques suggestions pour ce gouvernement au cas où il déciderait de nous écouter. Annuler les compressions à la sécurité maritime, renforcer la capacité qu'ont les offices d'hydrocarbures afin qu'ils puissent s'occuper de prévention et de déversement de pétrole, augmenter la limite pour le nettoyage après un déversement. Elle est de 10 000 tonnes, ce qui n'est vraiment pas du tout suffisant, étant donné l'augmentation de la taille des pétroliers et du trafic. Appliquer le principe de pollueur-payeur. Ce gouvernement a d'ailleurs mentionné dans le discours du trône que c'est ce qu'il ferait, et on attend toujours que ce gouvernement mette ce principe-là en pratique. Renflouer la caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Le fonds compte 400 millions de dollars, mais les dommages d'un seul déversement comme celui de l'Exxon Valdez se chiffraient en milliards de dollars. Donc, il faut être vraiment plus réaliste et un petit peu plus responsable. De plus, le NPD aimerait beaucoup entendre des témoins experts concernant la partie 2 du projet de loi. Et en vertu de l'article 19, l'armée obtient des pouvoirs d'enquête qui revenaient au Bureau de la sécurité des transports qui effectuait des rapports publics, alors que ce ne serait plus le cas.
Donc, il y a des avancées dans ce projet de loi-là, mais il faut faire beaucoup plus de travail pour améliorer réellement, apporter des ressources et faire en sorte que des experts puissent être consultés pour que la sécurité soit améliorée de façon concrète dans les projets d'hydrocarbures. Merci aussi. Question et commentaire, l'honorable député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son discours. Elle a mentionné un point très intéressant, c'est-à-dire quand elle a mentionné le fait que de plus en plus, malheureusement à cause du réchauffement de la planète, l'Arctique serait un milieu où est-ce qu'on naviguerait de plus en plus de façon commerciale. J'aimerais avoir l'opinion de ma collègue concernant ce projet de loi et surtout la prévoyance qu'il pourrait y avoir ou ne pas avoir dans ce projet de loi par rapport à ces nouvelles voies navigables. L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Et donc, effectivement, il y a des nouvelles avenues, il y a des nouveaux passages qui sont créés à cause de, justement, la fonte des glaciers dans l'Arctique. Et ce que tout le monde nous dit, ce que les experts nous disent, ce que les Premières Nations nous disent, que les citoyens revendiquent, c'est justement davantage de supervision, davantage d'enquêteurs, davantage de réglementation pour assurer justement la sécurité, la protection de l'environnement puis la sécurité des gens, étant donné qu'il y a de plus en plus il y a un trafic de plus en plus grand des pétroliers et des risques donc de déversement plus élevés. Et le commissaire à l'environnement nous disait l'année passée qu'on n'était justement pas du tout prêt à faire face à des déversements, que ce soit dans les estuaires, que ce soit dans les océans, et encore moins en Arctique, étant donné qu'il n'y a pas encore d'études suffisamment profondes pour justement savoir quels sont les risques potentiels. Et on n'a pas non plus d'études qui nous démontrent, hors de tout doute, que présentement, les plans, il n'y a même pas de plans d'intervention qui sont efficaces. Il y a des fonds qui doivent être remis à jour. Ça fait 24 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Donc, tout est complètement désuet et le gouvernement ne se lève même pas pour poser des questions, pour répondre aux questions, à nos interrogations, à nos inquiétudes là-dessus. Donc, on attend toujours qu'il le fasse, puis on espère que ça pourra être ouvert à d'autres secteurs. Question et commentaire. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Souvent, lorsqu'on parle de sécurité maritime, sécurité aérienne, il y a une question aussi de perception des gens. Donc, quand je sais qu'elle a été porte-parole adjointe pour l'environnement, donc j'aimerais savoir quelle est la perception des gens avec lesquels elle a discuté sur la capacité du gouvernement conservateur d'assurer la sécurité des Canadiens au niveau de l'environnement. L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue. Effectivement, la perception des gens, c'est très négatif présentement par rapport à la capacité du gouvernement d'établir une certaine crédibilité au niveau de la sécurité environnementale, étant donné qu'ils ont réduit à néant toutes les protections environnementales à l'intérieur des derniers projets de loi pour mettre en application les budgets. Par rapport à C-45 aussi, toutes les protections sur les eaux navigables ont été retirées. Donc, ce qui permettait aux pipelines de voir le jour de façon complètement libre. Et ça, c'est mis à part toutes les recommandations du commissaire à l'environnement qui n'ont pas été mises en application, qui n'ont pas été écoutées. Et ici, on a un autre fait. On dit que les oléoducs et les pétroliers transporteraient du bitume dilué, qui n'a pas du tout fait l'objet d'études suffisantes pour pouvoir savoir comment ils réagiraient en cas de déversement. Donc, quand les conservateurs coupent dans la science, coupent dans les études, coupent et font en sorte que les scientifiques sont muselés en plus, ça leur enlève de la crédibilité quand ils parlent de protection environnementale, de données scientifiques, de faits, et ce qui fait en sorte que c'est difficile de leur faire confiance quand ils parlent de sujets comme ceux-là, étant donné qu'ils enlèvent toute l'information factuelle et scientifique qui est reliée à ce qui pourrait nous rassurer. Reprise de débat. L'honorable